Bonsoir et bienvenue dans le journal du soir sur Télé Liban. Nous sommes ensemble pour passer en revue les principales informations de ce jour. Le Conseil des ministres a examiné plusieurs dossiers, dont la révision de la loi électorale, la gestion des armes dans les camps palestiniens et les dégâts liés aux attaques israéliennes. À l'issue de la réunion, le gouvernement s'est engagé à tenir les élections législatives dans les délais et à avancer sur le dossier de la souveraineté de l'État. Le gouvernement a confirmé que les élections auront lieu à la date prévue. Autre question, les armes dans les camps palestiniens. Le Premier ministre Nawaf Salam a indiqué avoir enregistré des progrès importants en matière de retrait des armes. La séance a été marquée par un hommage à Elio Abihana, assassiné récemment. Le président Joseph Aoun a réaffirmé l'importance de poursuivre les enquêtes jusqu'au bout. Aussi, une commission ministérielle a été créée pour élaborer un mécanisme de financement de la reconstruction, celle du port de Beyrouth et des zones touchées par les attaques israéliennes depuis le début de la guerre, le 8 octobre 2023. Le 21e Forum arabe des médias, placé sous le patronage du président Joseph Aoun, a réuni ministres, journalistes et responsables culturels pour réfléchir au rôle du journalisme dans un monde bouleversé par la désinformation et les tensions géopolitiques. Une édition qui met l'accent sur la vérité, la bonne gouvernance et la responsabilité des médias dans la construction de l'avenir arabe. Dans le centre de conférence de la Middle East Airlines à Beyrouth que s'est ouvert le 21e Forum arabe des médias. Thème de cette édition, Médias et développement, partenaires d'aujourd'hui, alliance de demain. Devant des ministres de l'information, des personnalités médiatiques et culturelles venues de toute la région, le président de la République Joseph Aoun a livré un discours centré sur la vérité, menacée selon lui par l'ère de la désinformation. Aoun a souligné que la vérité est ennuyeuse et monotone, tandis que la rumeur est attrayante et excitante. Le dirigeant responsable est celui qui choisit la vérité, même quand elle est impopulaire. Face à la montée du populisme, dit-il, aucune société ne peut progresser dans le mensonge. Il appelle les journalistes à défendre l'information authentique, malgré les bouleversements de la révolution numérique. Le ministre de l'Information, Paul Morkos, a de son côté salué la coopération médiatique arabe, estimant que ce forum montre un Liban fidèle à son image, protecteur de la pensée et catalyseur de la culture. Autre temps fort, le message du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulgaït. Il insiste sur la responsabilité éthique des médias dans la promotion de la citoyenneté et du développement. Il réaffirme également le soutien de la Ligue à la pleine application de la résolution 1701 et salue le rôle de l'armée libanaise dans la préservation de la stabilité du pays. Organisé avec le ministère libanais de l'Information et le secrétariat général du Forum, l'événement réunit décideurs universitaires et journalistes autour d'un objectif commun, repenser le rôle des médias arabes pour soutenir la justice sociale, la cohésion et la vérité. À Beyrouth, ce forum entend faire des médias des acteurs du développement et des gardiens de la vérité, essentiels dans une région en quête de stabilité et de réforme. Après des décennies de chaos routier et d'absence de transport public, le Liban amorce un virage vers une mobilité collective. Une trentaine de bus parisiens réhabilités circulent désormais dans la capitale et ses environs. Un partenariat franco-libanais qui pourrait bien marquer la renaissance du transport public dans un pays longtemps livré aux embouteillages et aux minivans privés. C'est une scène que beaucoup de Libanais n'espéraient plus voir. Des bus flambant neufs, ou presque, traversant Beyrouth, s'arrêtant aux stations et transportant, quasi gratuitement, des passagers. 30 bus vont bientôt arriver du Qatar dans un mois ou deux. Nous avons un autre projet en cours d'exécution d'importer près de 100 bus offerts par l'État chinois. Ces véhicules viennent de Paris. Offerts par la Régie autonome des transports parisiens, ils ont été réhabilités avant d'être envoyés au Liban, où ils circulent désormais sur 11 lignes expérimentales.
Dans le cadre des rénovations que nous avons faites, nous avons équipé les bus de technologies de pointe, des GPS, des systèmes de paiement POS et des caméras d'intelligence artificielle. Nous avons déjà 11 lignes actives et nous attendons de proposer un nouveau bouquet de lignes après l'arrivée de nouveaux bus. Pour un pays privé de réseaux de transport public depuis la guerre civile, c'est une petite révolution. Jusqu'ici, les Libanais dépendaient des voitures privées et des minibus informels. Résultat, pollution, embouteillage et factures salées à la pompe. Le projet s'inscrit dans un partenariat entre le ministère libanais des Travaux publics et la RATP. Objectif, relancer un service public de transport collectif plus accessible et durable. Nous pouvons payer à travers des bons à code QR qu'on peut acheter et utiliser une seule fois. Le paiement se fait sans contact et sans interaction avec le chauffeur. Il y a aussi une carte NFC rechargeable avec le montant qu'on souhaite. Les premiers bus desservent aujourd'hui Beyrouth et sa banlieue. Une extension vers d'autres régions est déjà à l'étude. Un geste symbolique mais porteur d'espoir, celui de remettre le Liban sur la voie du transport collectif. À Gaza, l'accord de cessez-le-feu vacille. Israël a annoncé interrompre les combats après une nuit de frappes meurtrières menée en riposte à la mort d'un des soldats dans le sud du territoire. Ces attaques ont fait plus de 100 morts, dont de nombreux enfants, selon les hôpitaux de Gaza. Sur place, la population traumatisée redoute une reprise totale de la guerre. En moins de 12 heures, au moins 101 Palestiniens ont été tués, 35 d'entre eux des enfants, selon la défense civile et les hôpitaux du territoire. Pour les Palestiniens, le cauchemar revient. Khadija Al-Husni, 31 ans, vit dans une tente au camp d'Al-Shati. Elle raconte « Nous venions tout juste de commencer à respirer et les bombardements ont ramené la mort. » À Deir el-Balah, Jalal Abbas, 40 ans, confie « Nous sommes épuisés. C'est exactement ce que nous redoutions. » L'armée israélienne affirme avoir visé des dizaines de cibles et éliminé 30 chefs de groupes armés à Gaza après la mort d'un de ses soldats touché lors d'une opération anti-tunnel dans la zone de Rafah. Elle annonce reprendre le cessez-le-feu instauré le 10 octobre. À Jérusalem, Donald Trump salue une riposte légitime mais assure que rien ne viendra compromettre le cessez-le-feu négocié par Washington. Le Hamas dément toute attaque contre des soldats israéliens et réaffirme son engagement envers l'accord. Toutefois, le mouvement islamiste peine à retrouver tous les corps d'otages qu'il doit restituer selon les termes du cessez-le-feu. Un cessez-le-feu qui semble reprendre à Gaza, mais reste extrêmement fragile. Au Soudan, la situation humanitaire à Al-Fasher continue de se détériorer. Selon de nouvelles analyses satellitaires, les exactions se poursuivent dans cette ville stratégique, désormais aux mains des forces de soutien rapide. Les Nations Unies alertent sur un risque de nettoyage ethnique alors que des dizaines de milliers de civils fuient les violences. 48 heures après la chute d'Al-Fasher, les violences ne faiblissent pas. De nouvelles images satellites du Humanitarian Research Lab montrent que des massacres se poursuivent malgré la prise de contrôle totale de la ville par les forces de soutien rapide. Selon ce rapport, des exécutions sommaires ont eu lieu à proximité de 2 hôpitaux et des tueries systématiques ont été repérées sur les talus défensifs à l'est de la ville. Des scènes confirmées par de multiples vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Après 18 mois de siège, Al-Fasher, dernière capitale du Darfour, encore contrôlée par l'armée, est tombée dimanche aux mains des FSR. Un tournant majeur dans la guerre civile qui ravage le Soudan depuis plus de 2 ans. Les Nations Unies parlent d'un risque croissant d'atrocités à caractère ethnique, rappelant le traumatisme du début des années 2000 lorsque les milices janjaouides dont sont issus les FSR ont commis des massacres et des viols de masse. Depuis dimanche, plus de 33 000 personnes ont fui la ville, marchant parfois des kilomètres. En Corée du Sud, Donald Trump se dit confiant avant sa rencontre très attendue avec le président chinois Xi Jinping, prévue jeudi en marge du sommet de l'APEC. Les deux puissances espèrent y sceller une trêve dans leur guerre commerciale qui a ébranlé l'économie mondiale. Séoul, de son côté,
attend de son allié américain des assurances en matière de défense face à la Corée du Nord, alors qu'une éventuelle rencontre avec Kim Jong-un semble s'éloigner. Après Tokyo, troisième étape asiatique pour Donald Trump. Gyeongju, en Corée du Sud, où se tient le sommet de la coopération économique Asie-Pacifique, rassemblant 21 pays de la région. À bord de son avion, le président américain s'est dit optimiste à la veille de sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping, la première entre les deux dirigeants en 6 ans. L'objectif affiché, conclure une trêve commerciale. Trump laisse même entrevoir une baisse des droits de douane imposés à Pékin en réponse à sa gestion du fentanyl. Mais les négociateurs restent prudents. Pékin et Washington n'ont pour l'instant qu'un simple cadre d'accord, alors que la guerre commerciale a bouleversé les chaînes de production mondiales. À Séoul, le président américain doit promouvoir plusieurs dossiers en Corée du Sud: défense, échanges commerciaux, investissements. Washington a promis un accord commercial très bientôt, mais les discussions restent complexes selon le Trésor américain. Les surtaxes sur l'automobile coréenne persistent et l'arrestation de centaines de travailleurs sud-coréens aux États-Unis a tendu les relations. Et qu'en est-il de la Corée du Nord? Si Donald Trump s'était dit ravi de revoir Kim Jong-un, Pyongyang n'a pas réagi publiquement. Une rencontre semble donc reportée à plus tard. Entre-temps, Kim Jong-un a renforcé sa position en profitant d'un soutien accru de la Russie, en envoyant des militaires nord-coréens en Ukraine et en développant un programme nucléaire toujours plus actif. Une séquence diplomatique intense à fort enjeu stratégique et économique. Mais c'est bien la rencontre Trump-Xi qui s'annonce décisive. La reprise au nom de la guerre commerciale pourrait se jouer dans les prochaines heures. À l'occasion de la journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral, les médecins tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme. L'AVC reste l'une des principales causes de mortalité et de handicap au Liban comme dans le monde entier. Pourtant, dans la majorité des cas, il peut être évité à condition d'agir vite et de reconnaître les signes à temps. Chaque minute compte. Chaque seconde, des millions de neurones sont détruits. C'est la réalité silencieuse de l'accident vasculaire cérébral ou AVC, une urgence médicale absolue. L'AVC survient lorsqu'une artère du cerveau se bouche ou se rompt, privant les cellules nerveuses d'oxygène. Conséquence, le cerveau s'éteint, parfois en quelques minutes. Au Liban, on estime à près de 10 000 le nombre de nouveaux cas chaque année. Des vies bouleversées, souvent faute d'une prise en charge rapide. Les spécialistes rappellent la règle des 3 F pour reconnaître les symptômes. Face, un visage qui se paralyse. Force, une faiblesse d'un bras. Fonction de la parole, des mots qui se mélangent. Dès le moindre doute, un seul réflexe, appeler les urgences. Mais au-delà de l'urgence, la prévention reste la meilleure. Le journal se termine ici, mais l'information continue avec Télé Liban. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, YouTube et Instagram, pour suivre toute l'actualité. À bientôt.